Le silence qui s'est abattu sur la chapelle de la reine n'était pas celui du respect, c'était celui de la stupeur. Lorsque Lady Rose Windsor a franchi le seuil, la lumière des vitraux n'a pas illuminé son sourire, mais l'objet qu'elle portait au front. Un enchevêtrement complexe de platine et de pierres froides qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Pour les caméras et les magazines sur papier glacé, c'était un conte de fées, une autre princesse dans une autre robe blanche. Mais pour ceux qui connaissent le langage secret de l'aristocratie britannique, c'était un choc. Car certains bijoux sont conçus pour être vus, pour célébrer le pouvoir et la légitimité. D'autres, en revanche, dorment dans l'obscurité des coffres-forts pour une raison précise. Ils sont les témoins de ce qu'on préfère oublier. Ce jour-là, Lady Rose a commis l'impensable. Elle n'a pas seulement sorti une tiare de l'oubli. Elle a réveillé un secret qui dormait depuis un siècle. Un secret fait de saphirs profonds comme l'océan et de perles pâles comme des larmes séchées. Personne ne s'attendait à voir cette pièce précise à la lumière du jour. Pour comprendre le malaise, il faut d'abord comprendre la norme. Habituellement, les tiares de la famille royale britannique sont des déclarations politiques forgées dans le métal. Elles sont rigides, géométriques, presque militaires. Elles sont construites comme des forteresses de diamants, conçues pour intimider le peuple et asseoir la légitimité de la monarchie. Elles crient le pouvoir, la tradition, la continuité. Mais regardez attentivement ce qui reposait sur les cheveux de Lady Rose. Ce n'était pas une forteresse, c'était une anomalie flagrante. Les lignes ne sont pas droites, elles ondulent, elles sont fluides, organiques, sensuelles. C'est du pur Art Nouveau, un style qui célèbre la nature sauvage, les courbes féminines et une certaine liberté morale. Au milieu de la rigidité protocolaire des Windsor, ce bijou détonne comme un éclat de rire dans une cathédrale silencieuse. Ce design ne ressemble pas à une commande officielle destinée à une reine ou à une princesse héritière. Il est trop intime, trop personnel. Il n'a pas la froideur de l'apparat d'État. En observant la façon dont les diamants s'enlacent autour des saphirs, on a l'impression de regarder quelque chose qui n'aurait jamais dû quitter l'intimité d'un boudoir. C'est un bijou qui semble avoir été offert pour être porté cheveux détachés, loin des regards du public et non sous les projecteurs d'un mariage royal. Chaque pierre précieuse de la collection royale a une biographie, un passeport, une traçabilité obsessionnelle qui remonte parfois à l'Empire moghol. Les joailliers de la couronne, de Garrard à Cartier, ont tenu des registres méticuleux. Chaque gramme de platine, chaque carat de diamant est documenté, archivé, classé. C'est le fondement même de leur légitimité. Pourtant, quand les historiens et les experts se penchent sur la tiare de Lady Rose, ils ne trouvent rien. Absolument rien. Pas une facture d'achat, pas une esquisse de joaillier, pas une seule mention dans un journal intime ou un testament de l'époque. C'est un trou noir dans les archives de la monarchie la plus documentée au monde, et il faut bien comprendre une chose. Dans une famille qui garde même les factures de blanchisserie datant de 1850, l'absence de preuve est une preuve en soi. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une censure. Une page arrachée délibérément à l'histoire. On n'efface pas la provenance d'un trésor aussi spectaculaire, à moins que cette provenance soit inavouable, à moins que l'argent qui l'a payé ne provienne pas des comptes officiels du royaume, mais d'une caisse noire personnelle destinée à régler des dettes d'honneur ou des dettes de cœur. Pour comprendre d'où vient un bijou aussi secret, il faut se plonger dans l'époque qui l'a vu naître. Imaginez la fin du 19e siècle. L'Angleterre est une veuve vêtue de noir, écrasée par des décennies de deuil victorien. Les palais sentent la naphtaline et la morale rigide. Les couloirs sont silencieux, les rideaux de velours lourd sont tirés. Mais dans l'ombre, le fils de la reine, le prince de Galles, Albert Edward, surnommé Bertie, ronge son frein. Il attend son tour. Et quand Victoria meurt enfin en 1901, ce n'est pas une transition de pouvoir. C'est une explosion. Les fenêtres du palais de Buckingham sont grandes ouvertes, symboliquement et littéralement. L'air vicié est chassé par une tornade de champagne, de parfums parisiens et de fumée des meilleurs cigares cubains. Le règne d'Édouard VII commence, et avec lui, l'âge d'or de l'hédonisme aristocratique. La cour ne marche plus, elle danse, et elle danse souvent jusqu'à l'aube. La nouvelle capitale du royaume n'est plus Buckingham, mais Marlborough House, le centre névralgique du cercle intime du roi.
Un groupe d'aristocrates richissimes et de financiers audacieux, unis par un goût immodéré pour les courses de chevaux, le jeu, la bonne chère et surtout les femmes. C'était une époque de double vie institutionnalisée. En public, on affichait des mariages respectables et des familles parfaites. Mais une fois les portes des hôtels particuliers refermées, les masques tombaient. Les visites nocturnes et les amitiés particulières étaient la norme. Un secret de polichinelle que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait mentionner à voix haute. Dans ce théâtre mondain où l'apparence était tout, les bijoux n'étaient pas de simples ornements. Ils étaient une monnaie d'échange silencieuse, un langage codé. Un collier de perles offert à une comtesse pouvait acheter son silence sur une indiscrétion. Des boucles d'oreilles en saphir laissées sur une table de chevet pouvaient signifier la fin d'une liaison. C'était le prix de la discrétion, la récompense de la loyauté, le paiement pour des services que l'histoire officielle ne pourrait jamais enregistrer. Et le roi Édouard VII était un homme extrêmement généreux avec ses favorites, comme la célèbre Alice Keppel, l'arrière-grand-mère de la reine Camilla. Ces femmes étaient couvertes de cadeaux si somptueux qu'ils rivalisaient avec ceux de la reine Alexandra elle-même. Mais ces cadeaux avaient une particularité. Ils n'avaient pas d'origine officielle. Ils apparaissaient, tout simplement, offerts de la main à la main, sans facture, sans trace. Alors, posons la question que personne n'ose formuler. La question qui plane comme un parfum capiteux dans les couloirs de l'histoire. Et si cette tiare, portée avec une innocence presque douloureuse par une jeune mariée du 20 et 1e siècle, avait commencé sa vie non pas comme un symbole d'union sacrée, mais comme le prix d'un amour interdit? Repensez à son design. Ces lignes art nouveau, fluides et sensuelles, n'étaient pas le style des reines et des princesses de l'époque. C'était le style des icônes de la belle époque, les actrices, les courtisanes de luxe, les artistes, des femmes admirées pour leur beauté et leur esprit, pas pour la pureté de leur lignage. Un bijou destiné à une épouse légitime aurait été annoncé, célébré, enregistré dans les livres de contes du royaume. Mais un cadeau pour une favorite, au contraire, exigeait l'anonymat le plus total. Il devait apparaître comme par magie, sans passé, sans origine, sans facture. Un cadeau fantôme. Imaginez la scène, une suite privée à l'hôtel Ritz à Paris. La lumière tamisée, l'odeur du champagne et des orchidées. Un écrin de velours qui s'ouvre avec un déclic feutré. À l'intérieur, non pas une couronne imposante, mais une création délicate, conçue pour se nicher dans une chevelure libre, pour briller à la lueur des bougies et non sous les feux officiels de la cour. C'était une promesse silencieuse, une chaîne dorée, la reconnaissance d'un statut puissant mais officieux. Comment un tel objet aurait-il pu intégrer une collection ducale respectable? C'est plus simple qu'on ne le pense. Une favorite tombe en disgrâce. Ou bien le roi meurt et ses promesses avec lui. Le bijou, trop reconnaissable et trop dangereux à porter, est discrètement revendu à un joaillier parisien ou genevois. Et quelques années plus tard, un aristocrate anglais, cherchant une pièce exceptionnelle pour son épouse, l'achète sans poser trop de questions sur son premier propriétaire. C'est ainsi qu'un secret d'alcôve est blanchi. Il est lavé de son passé sulfureux pour devenir une relique familiale. L'histoire est réécrite, le silence est acheté. Mais la pierre, elle, n'oublie jamais. Les diamants ne posent pas de questions. Mais ils retiennent les secrets. Laissons de côté les archives silencieuses et les rumeurs sulfureuses. Concentrons-nous sur la seule chose qui ne peut pas mentir. L'objet lui-même. Si nous traitons cette tiare comme une pièce à conviction, que nous révèle son anatomie? D'abord, le squelette. Il est en platine, le métal roi de l'époque édouardienne. Plus solide et plus blanc que l'argent, il permettait de créer des montures d'une finesse aérienne, presque invisible. C'est la technique dite du certi Milgren, où de minuscules perles de métal entourent chaque pierre, donnant l'impression que les diamants flottent sur la peau comme des gouttes de rosée. Cette légèreté structurelle était révolutionnaire. Elle est conçue pour le confort, pour être portée pendant de longues soirées de danse et de flirt, pas pour supporter le poids écrasant d'une couronne d'État. Ensuite, le cœur de la pièce, les diamants. Observez leur taille. Ce ne sont pas les énormes blocs de glace impersonnels des joyaux de la couronne. Ce sont principalement des tailles marquises et poires, des formes allongées et élégantes qui évoquent des pétales de fleurs ou des larmes de joie.
La taille marquise, selon la légende, a été commandée par le roi Louis XV pour imiter le sourire de sa maîtresse, la marquise de Pompadour. C'est une taille intrinsèquement romantique, presque intime. Ce choix n'est pas anodin. C'est le langage d'un cadeau personnel, pas celui d'un insigne de pouvoir. Et enfin, l'architecture générale. Le style Art Nouveau se caractérise par son asymétrie, ses courbes sinueuses inspirées de la nature, des lianes, des fleurs, des insectes. C'est une rupture totale avec la symétrie rigide et impériale de l'ère victorienne. Ce n'est pas une coiffe qui dit « Je suis votre reine », c'est une parure qui murmure « Je suis une femme désirable ». Chaque volute, chaque entrelac de platine semble conçu pour épouser la forme du crâne, pour s'intégrer à la chevelure, pour faire corps avec celle qui la porte. Mais le danger, le vrai message, ne réside pas dans le métal ni dans les diamants. Il est caché dans les touches de couleur qui ponctuent l'ensemble. Au milieu de l'éclat blanc et pur des diamants, des éclats d'un bleu profond attirent de le regard. Des saphirs. Dans le langage traditionnel de la joaillerie royale, le saphir est une pierre de confiance. Il symbolise la sagesse, la noblesse, la vérité et surtout la fidélité. C'est pourquoi le prince Charles a offert une bague de fiançailles ornée d'un saphir à Lady Diana. C'était un message public. Tu seras une épouse loyale et digne de confiance. Mais dans le monde secret de l'époque édouardienne, chaque symbole avait un double sens. Le saphir pouvait en effet signifier la fidélité. Mais la question est, la fidélité à qui et à quoi? Dans le cadre d'une liaison clandestine avec un homme marié, surtout s'il s'agit du roi, la fidélité prend une toute autre dimension. Ce n'est plus la loyauté conjugale, c'est la fidélité dans le secret, la promesse de ne jamais parler, la sagesse de rester dans l'ombre. Regardez la couleur de ces saphirs. Ce n'est pas un bleu clair et joyeux, c'est un bleu velouté, presque nocturne, le bleu de l'océan à minuit. C'est une couleur froide, cérébrale, qui impose une distance. Ces pierres ne sont pas des éclats de joie, ce sont des points de gravité. Elles ancrent de la tiare dans une certaine solennité, presque une tristesse. Elles semblent dire « Notre amour est magnifique, mais il doit rester caché dans l'obscurité ». C'est le bleu de la mélancolie des amours impossibles. En choisissant le saphir, le donateur envoyait un message incroyablement complexe. Il disait à sa maîtresse « Je t'offre le symbole de la fidélité que je ne peux pas t'offrir publiquement. Sois-moi fidèle dans le silence, et je te couvrirai de trésors. » Le saphir devient alors moins un symbole d'amour qu'un contrat. Une chaîne dorée, ou plutôt une chaîne bleue, magnifique mais implacable. Mais si le saphir est une chaîne, la pierre suivante est un avertissement encore plus direct. Un danger que toute femme de l'époque connaissait. Dispersés parmi les diamants et les saphirs, on trouve les éléments les plus troublants de cette tiare. Des perles naturelles, probablement pêchées dans le golfe Persique, avec leur lustre doux et leur forme imparfaite. Aujourd'hui, nous les voyons comme un symbole de pureté et d'élégance. Mais à l'époque, et surtout dans les cercles aristocratiques, les perles portaient un fardeau bien plus lourd. Une superstition tenace, aussi vieille que les monarchies elles-mêmes, traverse l'Europe. Pearls are for tears. Les perles sont pour les larmes. Chaque perle offerte à une mariée, ou portée le jour de son mariage, représenterait une année de chagrin dans son futur foyer. C'est une croyance si profondément ancrée que de nombreuses mariées royales, de la reine Victoria à la reine Élisabeth II, ont scrupuleusement évité de porter des perles le jour de leurs noces, ne choisissant que des diamants, symboles de force et d'éternité. Alors pourquoi? Pourquoi le créateur de cette tiare a-t-il pris le risque d'y inclure ses larmes pétrifiées? Si ce bijou était un cadeau de mariage, c'était un geste d'une maladresse incroyable, presque une malédiction. Mais si l'on revient à notre théorie de la maîtresse, tout s'éclaire. Ce bijou n'a jamais été conçu pour un mariage. Les perles n'étaient pas un mauvais présage pour l'avenir, elles étaient le reflet du présent. Elles représentaient les larmes bien réelles versées dans la solitude des chambres dorées. Les larmes d'une femme qui ne serait jamais une épouse légitime, qui ne pourrait jamais apparaître au grand jour au bras de l'homme qu'elle aimait. Ces perles sont le cœur mélancolique de la tiare. Elles sont le symbole de la beauté née de la souffrance. Une perle n'est, après tout, qu'une cicatrice de nacre formée autour d'une blessure.
En les intégrant au design, le donateur reconnaissait la douleur de sa maîtresse. C'était un geste d'une intimité presque cruelle. Je sais que tu pleures, et voici des larmes éternelles pour te rappeler ton chagrin. Et ma générosité. C'est une pièce qui célèbre non pas le bonheur, mais la beauté tragique d'un amour impossible. L'époque édouardienne, avec son luxe insouciant et ses secrets d'alcôve, a été balayée par le vent de l'histoire. En 1914, le son des orchestres a été remplacé par le grondement des canons. Le monde qui avait créé cette tiare a disparu à jamais dans les tranchées de la Somme. Pour l'aristocratie britannique, ce fut un cataclysme. Les fortunes se sont effondrées, les grands domaines ont été vendus et les coffres-forts se sont vidés pour payer l'impôt sur la guerre. D'innombrables trésors de la belle époque ont été sacrifiés. Des colliers ont été démantelés, les pierres vendues une à une pour maintenir un train de vie ou simplement pour survivre. Des tiares historiques ont été fondus pour leur poids en platine. C'était une hécatombe joaillière. Et pourtant, cette tiare, si délicate, si inutile dans un monde en guerre, a survécu. Intacte. Comment? C'est là que son origine secrète est peut-être devenue sa meilleure assurance-vie. N'étant pas répertoriée comme un bijou officiel de la couronne, elle n'était pas soumise aux mêmes obligations. Elle pouvait être cachée plus facilement, loin des yeux du gouvernement qui réquisitionnait les biens de valeur. Imaginez-la, retirée de son écrin de velours, enveloppée dans un simple tissu de soie et placée au fond d'un coffre à chapeau, ou cachée derrière une brique décellée dans la cave d'un manoir de campagne. Son anonymat l'a protégée. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle vague de destruction. Les bijoux de la couronne eux-mêmes furent cachés dans une boîte à biscuits et enterrés au pied des murailles du château de Windsor pour échapper au bombardement nazi. Encore une fois, la tiare a dû entrer en hibernation, dormant dans l'obscurité pendant que le monde brûlait au-dessus. Elle est devenue un survivant silencieux, un vestige d'un monde disparu, trop chargé de souvenirs et peut-être de honte pour être vendue, mais trop belle pour être détruite. Elle a attendu que le bruit se taise et que les passions s'apaisent pour qu'un jour quelqu'un ose à nouveau l'exposer à la lumière. Les décennies ont passé. La tiare est restée dans le coffre-fort de la famille Gloucester, une branche discrète et respectée de la famille royale, connue pour son sens du devoir et sa aversion pour le scandale. Elle était probablement considérée comme une curiosité, une pièce magnifique mais difficile, porteuse d'une histoire que seuls quelques initiés connaissaient. D'autres tiares, plus sûres, plus conventionnelles, ont sans doute été portées lors des mariages et des banquets d'État. Celle-ci dormait. Puis arrive le mariage de Lady Rose Gilman, née Windsor, en 2008, une jeune femme du 21e siècle qui travaille dans l'industrie du cinéma, dans le département artistique. Une femme qui comprend le pouvoir des images, des symboles et de la narration visuelle. Pour son mariage, elle aurait pu choisir n'importe quel autre diadème de la collection familiale. Une pièce classique, simple, indiscutable. Personne n'aurait rien eu à redire. Mais elle a choisi celle-là. La survivante, l'anomalie, le secret. Pourquoi? C'est un pari incroyablement audacieux. Avait-elle conscience de toute la charge historique et symbolique de ce bijou? C'est presque certain. Dans ces familles, les histoires se transmettent à voix basse, de mère en fille. Elle savait ce que les vieilles tantes chuchotaient, elle connaissait la superstition des perles, elle l'a portée quand même. Était-ce un acte de bravade? Une façon de dire « Je n'ai pas peur des fantômes du passé, je suis une femme moderne et je peux réécrire l'histoire de cet objet ». Ou était-ce une décision purement esthétique? Peut-être a-t-elle simplement vu sa beauté brute, sa fluidité art nouveau et a décidé que cette pièce unique correspondait parfaitement à sa personnalité, loin de la rigidité protocolaire de la monarchie. Quelle que soit la raison, sa décision a transformé la tiare. En la portant le jour de son mariage, en l'associant à un moment de joie et d'amour public, elle a tenté un exorcisme. Elle a pris un objet né dans le secret et les larmes et l'a traîné à la lumière du soleil. Elle a superposé une nouvelle mémoire, heureuse et légitime, sur toutes les couches de souvenirs troubles du passé. C'était un acte de rédemption par la lumière. Le jour de son mariage, Lady Rose portait une robe d'une simplicité désarmante, une création de la créatrice Vivienne Westwood, célèbre pour son esprit punk et rebelle.
La robe était en soie ivoire, avec une coupe épurée, presque minimaliste. Pas de dentelle exubérante, pas de broderie tape à l'œil, c'était la quintessence de l'élégance moderne. Et c'est précisément ce choix qui a rendu le port de la tiare si spectaculaire. La robe sobre est devenue une toile de fond, un écrin neutre qui a forcé tous les regards à se concentrer sur l'unique point de drame, le bijou sur sa tête, et le contraste était saisissant. C'était la pureté du 21e siècle face à la complexité, à la décadence et au secret du début du 20. C'était une ligne droite contre une arabesque, la simplicité contre le non-dit. Ce choc visuel a eu un impact immédiat. Il a rappelé au monde que la monarchie britannique n'est pas une institution monolithique figée dans le temps, mais un organisme vivant, où le présent doit constamment négocier avec le poids écrasant du passé. Chaque nouvelle génération doit décider quoi faire de l'héritage de ses ancêtres, l'accepter, le rejeter ou, comme Lady Rose, tenter de le réinventer. Son image a fait le tour du monde et a déclenché une tendance. Soudain, l'idée de porter des bijoux de famille difficiles, ces pièces anciennes que l'on gardait au coffre par crainte de leur style démodé ou de leur histoire trouble, est devenue chic. Lady Rose a prouvé qu'un objet n'est pas condamné par son passé. Son sens peut être transformé par la personne qui le porte et le contexte dans lequel il est montré. Elle a pris un fantôme et en a fait une déclaration de mode. Mais la mode passe, et l'histoire, elle, reste gravée dans le métal et la pierre. La cérémonie est terminée, les invités sont partis. La robe de mariée a été soigneusement rangée dans sa housse. Le mariage de Lady Rose est devenu à son tour une page d'histoire, un souvenir heureux figé dans des photographies. Mais la tiare, elle, n'a pas changé. Elle a simplement absorbé une nouvelle journée, une nouvelle émotion, ajoutant une fine couche de lumière à son siècle d'ombre. Recevoir un tel héritage n'est pas toujours une bénédiction, c'est porter le poids des vies de ceux qui l'ont possédé avant vous. Chaque fois que cette tiare est sortie de son coffre, elle a dû être manipulée avec une extrême précaution, non seulement à cause de sa valeur monétaire, mais à cause de sa fragilité historique. C'est un objet qui porte en lui la joie d'un jour de mariage, mais aussi, potentiellement, les larmes d'une femme oubliée, les angoisses de 2 guerres mondiales et le silence pesant d'un secret de famille. Lady Rose ne l'a pas seulement porté pendant quelques heures, elle en est devenue la gardienne. Elle est désormais un maillon de la chaîne, responsable de la préservation de cet artefact complexe. Un jour, ce sera peut-être à sa propre fille ou à une nièce de se tenir devant le coffre ouvert et de faire un choix. Portera-t-elle à son tour ce bijou, acceptant tout son bagage historique, ou décidera-t-elle de le laisser dormir, jugeant son aura trop puissante, trop mélancolique? C'est là toute la tragédie et la beauté de ces trésors familiaux. Ils nous survivent tous. Ils sont les témoins silencieux de nos amours, de nos peines, de nos triomphes et de nos secrets. Ils passent de main en main, de génération en génération, et chaque porteur y laisse une trace invisible. Lady Rose y a laissé la trace de son courage et de son amour. Mais l'écho des larmes passées, chuchotées par les perles, ne s'est peut-être jamais vraiment tu. Imaginez le son. Un clic lourd et métallique qui résonne dans une pièce capitonnée. La porte du coffre-fort se referme. La tiare est de retour dans son tombeau de velours noir, replongée dans une obscurité et un silence absolu. Pendant quelques heures, elle a été aveuglée par la lumière du jour. Elle a senti la chaleur d'une peau jeune et entendu des vœux d'amour éternel. Maintenant, elle est de nouveau seule avec les autres fantômes endormis, les broches jamais portées et les colliers d'une autre époque. Sa journée de joie a-t-elle effacé un siècle de secrets? Ou n'est-elle devenue qu'une nouvelle couche de nacre sur une blessure ancienne? Personne ne le saura jamais. La tiare a repris son rôle principal, celui d'être un gardien du silence. Elle attendra. 10 ans, 50 ans, peut-être un autre siècle. Elle y attendra qu'une nouvelle génération ignorante ou audacieuse décide de la confronter à nouveau. Qui sera la prochaine à oser la réveiller? Quelle histoire viendra s'ajouter à la sienne? Seul le temps le dira. Car dans le silence absolu du coffre-fort, les diamants continuent de réfléchir des lumières qu'ils ont vues il y a 100 ans. Les saphirs gardent la mémoire d'un bleu plus profond que celui du ciel. Et les perles attendent simplement les prochaines larmes ou le prochain sourire.